Let's go! Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode du Pixel Café, épisode numéro 49. Et cette fois-ci, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler des scénarios dans les jeux vidéo. Je me trouve aujourd'hui avec Arthur, avec et avec Tomario, c'est Dr D qui vous parle. Alors, qui a envie d'attaquer? J'adore que mon pseudonyme il arrivera jamais. De plus en plus détruit à chaque épisode. Écoutez, Écoutez, posons notre café. Hein. Qu'est-ce qui est un très bon scénario? Je vais vous le dire. Je vais vous parler d'un nanar, mais d'un nanar excellentissime, qui en plus est ressorti tout dernièrement, le 25 mai dernier sur Steam. Donc maintenant il est disponible sur PC alors qu'avant il était uniquement sur PS3 et sur Xbox 360. C'est un jeu qui, lorsqu'il est sorti, n'a pas fait tant de bruit que ça. C'était Vanquish, qui est un excellent jeu de tir à la troisième personne, où on joue un soldat avec une armure qui décuple ses capacités et qui permet de glisser sur le sol à toute vitesse, et en plus on peut encore ralentir le temps. Ils justifient ça comme quoi en gros ils augmentent nos connexions nerveuses, ou je sais pas trop comment, puis du coup on est beaucoup plus aware, pour citer Jean-Claude Van Damme. On est dans les nanars. Ouais, on est dans... oui. Enfin, on a nié la notion de temps. Hein. Et du coup le scénario de ce jeu est merveilleux. Bon alors déjà les personnages et les dialogues sont ridicules. On joue supposément un scientifique, mais c'est un scientifique qui veut dézinguer des aliens, qui est un gros rustre, un peu macho sur les bords, qui est bien musclé, qui a toujours une clope au bec. Oui, quel homme. Il est accompagné et épaulé d'une secrétaire habillée avec une jupe un peu courte quand même. Et puis en plus lui c'est un gros russe, oh mais fait chier les tutoriels, passez-moi de l'action, etc. Et l'histoire c'est que ce scientifique qui est équipé de cette armure qui décuple ses forces rejoint les Marines. Pourquoi est-ce qu'il rejoindrait les Marines? En fait c'est que le gouvernement russe est tombé aux mains d'un groupuscule communiste extrémiste du nom de, sauf erreur, la Légion de l'Étoile Rouge, ou quelque chose comme ça. Et ce groupuscule a réussi à faire tomber le gouvernement russe et déclare la guerre aux États-Unis, parce que c'est un scénario original. Et comment est-ce qu'ils déclarent la guerre? En fait, ils ont une arme orbitale qui tire des rayons micro-ondes. Non, et vraiment, à part ça, en gros, ils attaquent San Francisco et tuent tout le monde qui s'y trouve à l'intérieur. En gros, micro-ondes, c'est parce qu'en gros, les types, littéralement, tu vois qu'ils commencent à bouillir, comme si ils explosent, c'est tout mignon. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un scientifique sauf erreur russe, en tout cas son nom est un peu une sonorité russe comme ça. Et en gros, ce scientifique est recherché par la Fédération de l'Étoile Rouge, et il est réfugié sur une station orbitale sauf erreur états-unienne, où en gros une partie de la population habite à cause de la surpopulation sur Terre. Et en gros, la Fédération de l'Étoile Rouge, les méchants communistes, attaquent cette station dans l'espace, et on se retrouve, nous, scientifiques, à intégrer les Marines et à dégommer des communistes dans l'espace. Le tout sous une sorte de fond de patriotisme américain, mais exacerbé à un point que ça en devient ridicule. Et ce qui est génial, justement, c'est que le jeu s'assume totalement en tant que nanar. Et encore heureux, parce que si jamais il se prenait au sérieux, ce serait au moins le jeu le plus ridicule du monde. Mais justement non, il adore blaguer en brisant, enfin en prenant les codes du jeu d'action et en s'en moquant. Typiquement le héros qui est un Duke Nukem, mais un Duke Nukem réussi, parce que Duke Nukem Forever c'était de la merde. Jean-Pierre Coff. Oui, Jean-Pierre Coff. Sort de ce corps. Et non, franchement, c'est un jeu qui, même si jamais le scénario est ridicule au possible, il vaut la peine d'être joué. Juste pour ça, franchement, juste pour le scénario, il vaut la peine d'être joué, mais aussi parce que c'est juste un excellent jeu de tir. Bon voilà, c'est déjà la fin de notre Pixel The Café, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver dans la description parce que j'ai la flemme. Je rigole évidemment, mais purée, qu'est-ce que tu veux enchaîner avec ça? Enfin,
c'est bon, c'est le meilleur scénario de jeu vidéo du monde. Oui, vous n'avez pas des Russes dans l'espace Non. qui se désinguent avec des Américains avec des armes à micro-ondes? En vrai, moi je voulais parler du meilleur scénario de jeu vidéo de tous les temps. C'est dans Super Smash Bros. Brawl, l'émissaire subspatial. Non, je rigole. On arrête le troll une seconde. J'ai vu le Docteur D se décomposer. Non, bon, moi je vais taper dans les clichés directement. Si vous allez sur votre magnifique ordinateur avec votre magnifique souris et votre magnifique clavier, taper Best Scénario Ever in Video Games, vous allez sans doute, très certainement, tomber tout le temps sur Silent Hill 2. Le magnifique Silent Hill 2. Le magnifique Silent Hill 2, exactement. Non, bon. Silent Hill 2, donc c'est un jeu d'horreur à la base. Et Silent Hill 2 reprend... Oui, et pardon, je vois que certains de nos confrères se bouchent les oreilles. Je ne vais pas spoiler Silent Hill 2, ok? Donc, pas d'inquiétude, mais c'est peut-être important de savoir que cet épisode risque de spoiler certains trucs. Donc, Ouais, pour si jamais, précision pour Vanquish, j'ai juste spoilé le prémisse de base, donc c'est pas grave. d'accord. Bon, bref, précision quand même, faites attention. Si vous entendez le nom d'un jeu, faites gaffe. Peut-être si vous n'avez pas envie d'être spoilé, coupez un petit moment le Pixels Café. Bref, Silent Hill 2, je ne vais pas vous le spoiler. Juste vous expliquer le pitch de départ qui est vraiment déjà pas mal intéressant. Ça commence, donc c'est pas du tout la suite du 1. Ce qui est assez marrant. Et en fait, ça commence avec vous êtes un type qui reçoit une lettre de sa femme qui est décédée. Et sa femme, elle lui écrit retrouve-moi à Silent Hill. Non, je crois pas que je sais plus si elle précise la ville. Mais bref, Silent Hill c'est une ville, mais elle dit l'endroit de nos noces ou quelque chose comme ça. Bref. Puis lui, il comprend pas très bien parce que clairement la lettre est post-mortem. donc du coup, il comprend pas très bien. Et il va à Silent Hill. Et puis en fait, si vous voulez, on apprend que sa femme, et c'est pas un spoil parce qu'on l'apprend très vite dans le jeu, on apprend que sa femme a été tuée. Mais on sait pas comment et on sait pas par qui. Et en fait, tout le jeu va introduire des personnages, va nous faire aller à des endroits que sa femme a visités d'une quelconque façon. Et on va essayer de découvrir qui a tué la femme de notre personnage principal. Et c'est assez intéressant en fait, parce que ça s'aventure dans des trucs assez malsains et ouais, c'est vraiment chouette. Donc je vous en dirai pas plus parce que ça vaut la peine d'être découvert par soi-même. Mais voilà, le jeu va emprunter des chemins assez peu conventionnels et ouais, c'est vraiment très très bon. C'est juste nul parce qu'il n'y a pas du communisme dans l'espace. C'est vrai. Ah, puisque tu veux de l'action en moi je vais t'en servir avec un jeu que je sais que tu n'as pas encore découvert. Alors je vais mettre quand même un certain nombre de formes pour éviter de tout dévoiler. Mais j'ai envie de parler de Metal Gear Solid, qui est un modèle du genre, notamment parce que c'est le premier jeu de sa génération à pomper aussi ouvertement, aussi explicitement et aussi clairement comme un hommage du côté du cinéma. D'ailleurs, Metal Gear 5 fera pareil du côté des séries, mais en ce qui concerne le premier épisode de la série des Metal Gear Solid, celui qui est sorti sur PlayStation 1, en fait, pour vous donner le pitch, on se trouve dans une espèce de crise des missiles, à savoir que l'île qui abrite l'île qui abrite le complexe d'armement de Shadow Moses est attaqué et pris d'assaut par des soldats génomes dits de dernière génération et toute une équipe d'espions d'élite de l'unité Foxhound, dont fait partie le héros à la base Solid Snake, avec comme particularité que leur leader est un dénommé Liquid Snake qui ressemble étrangement, vous sentez tellement le teaser, au héros. Et sur cette base un peu mystérieuse, mais encore pas trop, on va avoir un film littéralement qui est entrecoupé de scènes de jeu. Pas l'inverse, hein, parce que c'est l'impression que ça vous fera les premières fois que vous jouez à ça. Peut-être beaucoup moins maintenant parce que cet effet film a un peu vieilli, mais il y a une franche inspiration pour le film d'action des années 80-90
notamment avec des grosses références comme Die Hard, où il y a certains des ressorts qui sont repris tels quels, ou même Rock. D'ailleurs, vraiment, c'est quelque chose tout à fait intéressant à regarder. Il y a des moments de trahison, il y a beaucoup d'interactions. De Mario. Oh quoi. Il y a beaucoup de dialogues, alors même que le setting ne s'y prête absolument pas, puisqu'on a un personnage qui est envoyé pour essayer de résoudre de façon discrète le conflit en allant assassiner les personnages clés, tout en tentant de désamorcer les armes principales, en particulier l'arme dite Metal Gear qu'on trouve sur l'île de Shadow Moses. Et c'est vraiment un jeu qui tient à la base du huis clos, puis qui en fait va beaucoup tabler sur la psychologie des personnages, avec des ressorts de films d'action. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, d'intéressant à jouer pour quelqu'un qui est fan de films, en fait. Je sais pas si quelqu'un d'autre voulait proposer un autre exemple. Pour rester dans les Parce qu'il y a des Russes, hein. Pour rester dans les Metal Gear, il y a des Russes mais qui ne sont pas dans l'espace. C'est Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Moi personnellement j'ai joué au 2, mais j'ai d'abord joué à l'opus qui était sorti sur 3DS, que finalement j'ai trouvé un chouïa mieux que celui sur PlayStation 2, parce qu'on avait la possibilité de se déplacer en visant, ce qu'il n'y a pas sur PlayStation 2, et c'est légèrement ennuyeux de temps en temps. Alors celui-là, j'ai pas pu jouer au 1, donc je ne peux pas juger à ce niveau-là, mais celui-là c'en est vraiment un qui transpire les références aux films d'espionnage, type James Bond, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mise en scène, les événements qui s'y passent. En gros, dans la timeline des Metal Gear, c'est le tout premier, où on a... je vois que Mario hoche un peu de la tête, mais... Non, pas du tout, je connais rien de Metal Gear. Ouais, justement, mais ce qui est assez rigolo, c'est que le Metal Gear, il y a... le 3 c'est le premier, ensuite il y a Peace Walker, ensuite il y a Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, ensuite il y a Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, puis ensuite il y a les autres, je connais plus trop l'ordre à la fin. C'est ça, parce que les héros sont différents dans le 1 et le 2, et dans les Metal Gear qui ne sont pas des Metal Gear Solid, on suit les aventures essentiellement de Solid Snake, alors qu'à partir de Metal Gear 3, on s'occupe du personnage qui deviendra Big Boss, qui est l'antagoniste principal des épisodes sur MSX et sur NES. Mm-hmm. Et là, alors au début il n'est pas Big Boss, il est nommé Naked Snake, et en gros il est envoyé pour récupérer un scientifique russe, sauf erreur, qui s'appelle Sokolov. Toujours des Russes. Ouais, c'est toujours des Russes. Et là il est chez les Russes. Ouais, il est chez les Russes en plus, c'est pendant la guerre froide, et il est envoyé là-bas pour récupérer les plans justement d'un projet pour une arme, un tank nucléaire qui permettrait de se déplacer à peu près n'importe où et de tirer une ogive. Je sais plus si il s'appelle déjà les Metal Gear, mais je sais qu'il s'appelle... Shagohod. Voilà, Shagohod. Je sais plus si c'était Shadowhog ou Shagohod. Ok, alors c'est Shagohod. Et en gros, c'est un projet vraiment de tank qui peut tirer des ogives nucléaires. Et d'abord, il est envoyé pour trouver ce scientifique russe Sokolov. Malheureusement, il n'y arrivera pas parce qu'il rencontrera c'était supposé un type qui était supposé être un de ses contacts sur place, qui se nomme Ocelot, Revolver Ocelot, mais qui finalement veut le trahir, on sait pas trop pourquoi. Il y a vraiment des jeux d'agents double, triple, voire quadruple. Finalement, il fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Eva, qu'il pense à la base être son allié. Et ensuite, ils vont essayer de repartir à la recherche de Sokolov, puis ils vont commencer à découvrir justement les mystères du Shagohod et un peu tout l'armement russe, ainsi que certaines expériences et ce genre de trucs, pour au final aboutir sur Snake qui va prendre le rôle de Big Boss, étant donné que le boss n'existe plus à la fin du jeu. Mais je ne vous dis pas parce comment. que effectivement, le boss sera l'antagoniste principal, et du coup ça amène aussi Snake à affronter la personne qui a été son mentor à un moment donné. C'est ça. C'est vraiment aussi simple que l'émissaire subspatial en fait. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Totalement. Mais il y a des Russes. Moi, je vais partir dans une autre direction.
Vaut donc, mieux parce qu'on a un peu marre de Metal Gear. C'est des traits. alors, sans armes, sans haine ni violence, Oh, c'est beau. C'est nul. sans russe malheureusement non plus. Ouais, c'est alors extra nul. Hein. Non, moi je voulais parler de Stanley Parable, Ah, c'est bien. qui est un excellent jeu à mon avis, qui a un scénario un peu bizarre. Enfin, il y a, comme dans plein de jeux, il y a énormément de fins. Et le truc de Stanley Parable, c'est qu'on incarne un employé de bureau, Stanley, qui est guidé par une espèce de voix off qui décrit toutes les actions de Stanley. Et à partir de là, Stanley, donc nous le joueur, on va choisir vers quel côté on se dirige. La voix va nous dire par exemple aller à gauche, puis là on peut choisir par exemple d'aller à droite, et la voix off reprend et dit par exemple finalement Stanley a décidé d'aller à droite. Et c'est que des choses comme ça, des trucs assez méta, et franchement c'est assez bien ficelé et ça vaut le coup d'être joué. Et si par hasard vous jouez au jeu, je vous conseille de rester dans le placard un moment où vous allez découvrir des secrets merveilleux. C'est pas beau de dire ça. Il y a peut-être plein de personnes qui nous écoutent qui aimeraient bien sortir du placard. En parlant de sortir, peut-être qu'on devrait sortir Tom Mario. Il a pas pris assez l'air aujourd'hui. C'est assez dramatique ce qu'on a. Veuillez m'excuser de mon aujourd'hui. humour. Je suis frustré, je peux parler que d'un truc pendant que les autres ils parlent de 10 heures de Metal Gear et puis moi j'ai pu parler 2 minutes, 3 minutes, j'ai calculé, Ah, de justement. mon Silent Hill 2. Donc Justement, raconte. Il y a des tas d'autres scénarios intéressants dont il est question. C'est ça le problème. Que choisir parmi ma liste d'une grandeur incroyable? Je ne vais pas vous parler de BioShock parce que je fais que parler de BioShock à chaque fois, à chaque Pixels Café. Mais malheureusement, BioShock a aussi un scénario assez incroyable. Mais j'aimerais vous parler en fait du combo Half-Life Portal. J'en ai aussi déjà parlé, donc c'est pas une surprise. Je suis fan de Half-Life et de Portal. Mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent Portal et beaucoup moins qui ont joué en tout cas à Half-Life. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment incroyable dans cet univers, bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, on n'est jamais trop sûr si les scénaristes eux-mêmes savent ce qu'ils sont en train d'écrire, mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des questions, des questions qui sont répondues, il y en a déjà pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il y en a une ou deux qui sont répondues, il y en a 30 autres qui apparaissent, et du coup, on comprend pas très bien ce qui se passe dans le scénario. Et puis avec les suites qui n'arrivent jamais, ça commence à devenir un petit peu tendu. Mais ce qui est intéressant, justement, et ce que je trouve vraiment très fortiche, c'est que Half-Life, c'est quand même censé être un scénario assez sérieux. Vous incarnez un scientifique qui fait une erreur dans son laboratoire, et puis qui libère une race extraterrestre, et vous devez un petit peu arranger le problème en reprenant les termes de Hunt, en dézinguant plein d'aliens. Mais du coup, tata dans la gueule. Tata dans la gueule. Mais du coup, par contre, vous avez à côté de ça, vous avez Portal, qui est un jeu beaucoup moins sérieux, pour ne pas dire carrément à côté de la plaque, qui lui va faire beaucoup d'humour et puis qui va s'attarder sur plein d'autres aspects, toujours en abordant l'idée du portail interdimensionnel, mais d'une autre façon. Et ce qui est vraiment chouette, c'est en fait, alors je sais pas si ça avait été expliqué à l'époque que c'était sorti, moi je l'ai découvert sur le tas dans le jeu. Vous arrivez à la fin de Portal et puis vous découvrez en fait que les deux univers de Half-Life et Portal sont absolument totalement liés. Qu'en fait, les personnages de Half-Life vivent dans le même univers que les personnages de Portal. Et sans trop vous spoiler, à la fin du dernier jeu Half-Life qui est sorti, on vous demande d'aller dans l'un des laboratoires de Portal. Et c'est assez incroyable parce que vous avez ces deux jeux qui se répondent, qui ont une atmosphère totalement différente, qui n'ont absolument pas les mêmes buts, les mêmes enjeux et tout ça. Et pourtant, les deux sont censés être liés. Il y a même plein de théories qui pensent qui disent qu'il y aura plus de Half-Life ou de Portal, il y aura juste un seul jeu qui va être créé où le personnage de Half-Life va pouvoir avoir le Portal Gun de Portal, etc. Donc bref, je sais pas comment va se profiler l'horizon, parce que pour l'instant il se profile pas du tout, mais je trouve assez incroyable, c'est assez rare dans les jeux vidéo, et puis même dans les univers en général, je trouve, c'est assez rare de mélanger deux univers qui ont l'air totalement différents, puis en fait de faire en sorte que ça soit la même chose, unie et tout ça. Donc voilà, ça j'ai trouvé assez fortiche. C'est assez intéressant que tu parles de mélanger deux univers.
ça me fait penser à quelque chose d'un peu différent, à savoir réussir à avoir un scénario qui tient sur 2 jeux, tout en ayant pour chacun des jeux son propre scénario qui tient indépendamment du diptyque. Bon, ça peut valoir d'ailleurs pour des trilogies ou autres, mais là je pensais aux épisodes de Fire Emblem qu'on trouve à la fois sur GameCube et sur Wii, que j'avais trouvé extrêmement agréable à jouer. Donc c'était Path of Radiance et Radiant Dawn, qui nous font incarner le personnage de Ike, qui se retrouve à la base pris avec sa petite nation de Crimea dans une guerre qui deviendra mondiale et qui amène en fait un roi fou à libérer les forces du médaillon de feu. Et on s'aperçoit en fait que quelqu'un tirait les ficelles depuis le début et que tout est inversé dans le 2e épisode. Donc c'est vraiment un jeu que j'encourage les intéressés à découvrir. Voilà, on aurait encore beaucoup de choses à dire concernant les scénarios. Je pense qu'on continuera dans un prochain épisode. Si vous voulez nous retrouver, vous commencez à connaître le principe, les sites, les réseaux sociaux, tout ça. Hanté qui est fatigué de le raconter. Alors on va faire un peu comme lui. C'était Dr D, Arthur, Tomario et Hanté, contrôle un petit peu, mais qui vous disent à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.